it's rather striking to see how every element of the neoliberal package is specifically designed to undercut democracy. It's rarely discussed, and people talk about its economic effects. But just think it through. Let's take, say, financial liberalization core. For Keynes, the greatest achievement of the Bretton Woods system, post-war system, was to institute financial regulation. And there's a reason. That provides space for governments to undertake programs that are supported by the population. If you have no constraints on capital flow, then you can attack currencies freely. Now, that creates what international economists sometimes call a virtual parliament of investors and lenders who can, I'm quoting from technical literature, it can carry out a moment-by-moment referendum on government policies. And if they think the policies are irrational, they can vote against them by capital flight or by attacks on the currencies and so on. The policies are irrational are, by definition, those that benefit people but don't improve profit and market access and so on. And therefore governments face what's called a dual constituency, their own population and the virtual parliament. And the virtual parliament usually wins, especially in poor countries. The rich countries sort of, it was modulated, first of all, they didn't accept the neoliberal package as completely as, say, Latin America, but to the extent that they did, the effects are predictable. And the same is true of other elements of the neoliberal programs. So take, say, privatization, which became a mantra. Well, by definition, privatization undercuts democracy. Takes something out of the public arena and puts it into the hands of unaccountable private tyrannies that are created and supported by the state, which is what corporations are. Autrefois, la quasi-totalité des opérations des banques, c'est-à-dire jusqu'à les années 70, étaient suivies. Parce que toutes ces opérations passaient via la Banque centrale française, qui donc avait une trace. Bon. Maintenant, le problème, c'est que les banques font des transactions de gré à gré. Donc elles ont sorti à peu près la moitié, un peu plus de la moitié de leur chiffre d'affaires, si tu veux. C'est du chiffre d'affaires de gré à gré qui est en dehors du contrôle du marché. C'est un petit peu comme s'il y avait le marché normal, hein, et puis à côté un marché noir. Tu as un épicier où effectivement il y a les prix qui sont affichés, on sait ce qui se passe, que tu achètes, on compte la caisse à la fin, et puis à côté tu as du marché noir, tu sais pas ce qui se passe. Bon. Et la Banque de France dit dans ses bilans, elle dit, lorsqu'elle contrôle les bilans des banques, elle dit, bon, il y a à peu près la moitié des transactions que les banques font hors bilan, c'est-à-dire hors dehors de tout contrôle d'une autorité supérieure, que ce soit un trésor public, que ce soit une banque centrale, etc. Voilà. Alors ces activités hors bilan font que les États ne sont plus rien. Tu comprends? Tu as à peu près, je sais pas, mais il va y avoir minimum 500 milliards de dollars qui circulent tous les jours dans des fonds offshore, des trucs comme ça. Alors, il est évident que si une banque est emmerdée par un État, elle s'en fiche. Elle va tout de suite s'approvisionner avec une de ses correspondantes étrangères, une banque multinationale comme elle, sur un fonds offshore ou ailleurs. Donc elle n'a plus de problème l'argent est libre maintenant, hors de tout contrôle de l'autorité publique. Alors le hors-bilan, c'est l'un des problèmes les plus graves qui soit, parce qu'il est évident que si on veut contrôler l'économie, il faut d'abord contrôler l'argent. Basiquement, c'est des contrats d'assurance. C'est-à-dire que tu t'assures sur des fluctuations futures, sur des fluctuations de taux d'intérêt, sur des fluctuations de monnaie. Tu passes un contrat avec quelqu'un, tu dois payer dans 6 mois, tu passes le contrat en dollars, d'accord? Bon. Et si le dollar monte, tu vas être bien emmerdé, parce que quand il faudra payer dans 6 mois, tu vas être obligé d'acheter des dollars qui valent 10% de plus aujourd'hui. Alors qu'est-ce que tu fais?
tu prends un contrat d'assurance là-dessus. Tu prends un contrat d'assurance sur la valeur du dollar. Et un gars prend le risque à sa charge, donc il te fait payer un petit truc en plus, 3-4% au départ, mais quelle que soit la hausse ou la baisse du dollar, auquel cas il est vachement gagnant, si c'est une baisse du dollar, eh bien toi tu ne bouges pas. Donc tu as pris un contrat d'assurance. Donc c'est ça les produits dérivés. Alors, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'il s'est créé une économie du risque, puisque les monnaies sont plus contrôlées, les flux de capitaux sont plus contrôlés, etc. Donc c'est une économie où on entretient le risque, de façon à créer par-dessus ce système, un système de contrat d'assurance qui permet de couvrir les risques. Mais la différence avec les risques de type accident de voiture, c'est que les accidents de voiture, c'est tout à fait prévisible, parce que c'est la loi des grands nombres qui joue. Tandis que les risques qui sont sur les marchés financiers, ce sont des risques qui sont ce sont des épiphénomènes qui sont rares, que tu ne peux pas quantifier statistiquement. Donc ce sont des risques absolus que tu ne peux absolument pas prévoir. Donc en fait, ces contrats d'assurance qui coiffent l'économie normale créent une deuxième couche qui est encore plus risquée. Donc ce qui se passe, c'est que parfois, les gens se couvrent pour couvrir les contrats d'assurance. Tu vois jusqu'où ça peut aller. Donc finalement, tu crées une pyramide de risque. Et effectivement, tu crées et puis des gens spéculent là-dessus. Donc tu crées une économie qui est purement spéculative en entretenant le risque. L'une des caractéristiques du capitalisme contemporain, c'est que c'est une économie où le risque financier est systématiquement entretenu et systématiquement marchandisé. Ok ? Voilà. Bon, d'abord, la spéculation a plusieurs instruments. Et sans entrer dans les détails techniques, j'aimerais illustrer ce qui s'est passé dans la crise asiatique en 97, qui a mené en fait à l'effondrement des devises de plusieurs pays, et des pays qu'on catégorisait comme étant les tigres asiatiques, comme ayant une économie performante, etc. Il y a eu différents facteurs dans cette crise, mais je pense qu'un des éléments fondamentaux était la déréglementation préalable du marché des changes. Dans certains cas, cette déréglementation a été imposée ou voire même elle a été recommandée par le Fonds monétaire international. Maintenant, les spéculateurs, en fait, se sont emparés des réserves des banques centrales par un mécanisme qui est le suivant. Ils ont spéculé contre les devises nationales par ce qu'on appelle le short selling.
Mais alors, mettons, je veux faire le short selling du won coréen. Alors, je commence à vendre des quantités énormes de won coréens qui sont livrables à une date future. C'est des contrats de 3 ou de 6 mois. C'est-à-dire que à l'échéance du contrat, je vais devoir livrer des quantités énormes de won coréens ou de baht thaïlandais. Mais je les possède pas. Alors, je peux en vendre autant que je veux. Okay? Je veux vendre par milliards et milliards de dollars des won coréens. Qui est-ce qui rachète les won coréens? Eh bien, la Banque centrale de Corée, qui est tenue, selon les accords avec le Fonds monétaire international, de soutenir sa monnaie. Mais techniquement, ce qui s'est passé, c'est que lorsque la monnaie coréenne a chuté, quelques mois plus tard, les contrats de short selling viennent à échéance, et c'est à ce moment-là qu'il y a une appropriation des réserves de cette banque centrale, parce que la monnaie nationale ne vaut plus rien, et les spéculateurs n'ont qu'à racheter les won coréens sur le marché spot. Et ensuite, ils remboursent, ils remplissent les termes de leur contrat. Alors, la Banque centrale est en train de racheter sa propre monnaie, ce qui n'est pas très rentable, et en échange, ces réserves sont confisquées et vont dans les poches des grandes banques occidentales. C'est ça le mécanisme. Maintenant, les réserves sont mises à sac, et ceci veut dire que la Corée maintenant doit aller auprès du Fonds monétaire international et leur demander nos réserves sont à sac, on ne peut pas fonctionner sans réserve, on doit rembourser, en fait cet argent n'est même pas encore acheminé vers les créanciers, on doit rembourser les créanciers qui sont des spéculateurs. Alors que se passe-t-il? Lorsque le Fonds monétaire international octroie un prêt de l'ordre de 56 milliards de dollars, il y a la participation d'un certain nombre de pays, dont en fait il y avait 24 pays, parce que ça requiert des sommes absolument énormes. Alors c'est le Trésor américain, c'est le Trésor canadien, c'est les principaux gouvernements occidentaux. Mais alors pour que le Trésor américain ou le Trésor canadien ou d'un autre pays occidental émette un prêt de l'ordre de 56 milliards, il faudra qu'ils augmentent leur niveau de dette. Et ça veut dire qu'il faut qu'ils commencent à vendre et qu'ils commencent à transiger leur dette sur les places boursières. Donc, c'est le marché de la dette. Et qui contrôle le marché de la dette souveraine des pays occidentaux? Ces mêmes banques qui sont les spéculateurs. Alors, vous avez une espèce de circuit ici. On attaque la Corée, on vient à sa rescousse, on confisque ses réserves, on lui prête de l'argent à même les fonds publics des différents gouvernements occidentaux, et pour augmenter l'endettement des pays occidentaux, il faut l'aval de ces banques, des secteurs bancaires privés, qui sont les underwriters de la dette des pays. Donc, en fin de compte, tout le monde s'endette,